publication avait été faite chez les patients avec rétrécissement aortique asymptomatique, d'accord, et qui avait eu un cut-off qui avait été proposé d'augmentation du gradient à plus de 20 qui permettait de conclure que le RAC était serré. Ces publications-là, et le seuil en tout cas, a été retiré des guidelines. Les guidelines disent que vous pouvez faire un effort, c'est écrit dans les petites lignes quand vous lisez, mais à interpréter avec prudence en fait. À l'effort, forcément, votre gradient, il va augmenter en fait. Donc, vous allez avoir une augmentation du gradient. Qu'est-ce que vous allez en conclure? Si vous n'avez pas l'ITV qui va avec, etc., pour voir, c'est difficile. Par contre, faire l'échographie d'effort pour évaluer la fonction diastolique à l'effort, pour évaluer les pressions pulmonaires à l'effort, moi, ça, oui, je trouve ça très intéressant et je l'ai fait pour voir. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, absolument. En fait, l'approche par dobutamine permet de standardiser l'évaluation de la réserve contractile. Parce qu'on sait qu'on va faire 5 minutes, 5, 10, 15 gamma. À l'effort, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment va être l'expression de la réserve contractile. Pourquoi? Parce que la précharge va varier très vite. Dès que le patient commence à pédaler, il y a le retour veineux qui se fait, la précharge bouge. La post-charge va jouer aussi. Et donc l'expression de la contractilité peut être masquée par cet environnement de charge qui va être variable. Alors que sous dobutamine, très peu de mouvements de l'après et post-charge, en fait, sous faible dose de dobutamine. Donc la standardisation de cette réserve contractile se fait par échographie dobutamine. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec lui. Le zéro est très important. Là-dessus, juste une précision, c'est que cette vidéo doit faire un 3D plan. C'est en fait, c'est pas le 3D, oui, mais c'est le. En fait, on va prendre le modèle, la probe 3D, mais en faisant X-plan, parce qu'on peut se tromper sur la planimétrie en 2D, et on essaie de voir exactement où on est au bout de l'entonnoir, notamment dans les bicuspidies aortiques, là où tu as l'impression on peut facilement se tromper sur la sévérité de l'aire valvulaire anatomique. Donc vraiment, c'est du biplan et voir où on doit couper le bout de la valve, les leaflets, pour être sûr qu'on est... Donc c'est vraiment très important dans certaines situations. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le biplan qui va nous sauver et certainement pas juste d'aller faire une petite axe ETO qui va, sur lequel on va être sûr où est-ce qu'on s'aligne bien. Donc oui, il faut utiliser le biplan dans ce cas-là. Mais je reste très prudente sur ces ETO-là parce que quand les valves sont très calcifiées, souvent on n'arrive pas à tracer la planimétrie et c'est difficile. Et même au scanner, ils le disent, ce qu'on peut dire à la planimétrie en scanner et en IRM, quand c'est calcifié, ils ne savent pas par où passer, quoi. Donc je suis prudente sur ces planimétries. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir un faisceau d'arguments et que je ne peux pas vous dire dans cette situation-là, vous faites ça et vous aurez forcément la réponse. Et dans cette situation-là, vous faites ça et vous aurez la réponse. À mon sens, c'est pas vrai à l'heure actuelle, mais il faut savoir utiliser les examens dans l'ordre de passage et après faire un focus global sur le dossier. Bon, merci Anne. C'était une magnifique présentation. On peut l'applaudir. C'est avec un grand plaisir que nous allons à nouveau accueillir le professeur Stéphane Lafitte qui va nous parler du strain. La technique refonctionne. C'est une chance. Grâce à nos amis là-bas, on a sauvé la session atelier. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est le professeur Anne Bernard va aussi faire la co-animation. Oui, nous sommes à deux sur ce petit allié, donc on a beaucoup de retard déjà. En 30 minutes, on va essayer de revoir quelques éléments très pratico-pratiques à propos du strain. Je me permets d'introduire le sujet avec cette présentation. On m'avait challengé il y a à peu près 18 mois au JUSFC en me disant est-ce que tu peux pas faire une controverse toi-même, le pro et le contre du strain. Il m'a dit bon, ok, très bien. J'avais imaginé en fait qu'en face de moi j'avais plutôt un Eric Abergel qui disait ouais, le strain c'est pas génial, et puis par contre Erwan Donald qui était là, le strain. Bon, peu importe. Quels sont les éléments en faveur du strain? Et vraiment la question est, faut-il faire du strain à tous nos patients? Et à la limite, on pourrait se dire pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 publications en faveur du strain et qui vraiment, depuis l'avènement du speckle tracking, je ne parle pas du strain Doppler, mettent en exergue les avantages innombrables de cette technique que l'on va trouver aujourd'hui sur l'ensemble des outils, des portables, des moyennes gammes, des hautes gammes. Tous les constructeurs font du strain, donc vraiment ça, l'outil est à portée de tous.
En matière de faisabilité, il faut savoir que pour peu que la fenêtre soit juste correcte, je ne dis pas excellente, correcte, on peut faire du strain. On a des temps d'accès à l'information qui sont inframinutes, c'est-à-dire qu'en général 30 secondes, on a notre information et que globalement, qu'on soit expert, débutant ou intermédiaire, on arrive à avoir des données qui sont cohérentes, ça c'est un point qui est capital. Parallèlement, donc, c'est une technique qui est fiable en matière de corrélation à la réalité de la contraction myocardique. On a des variabilités inter-observateurs qui sont sous les 10%, ça aussi c'est un gage de qualité. Et puis surtout, on a une valeur normale, Daniel nous a dit moins 20%, moins 21%. Ce qu'il faut vraiment remarquer et avoir en tête, c'est l'écart type autour de la moyenne. On est à 2%, ce qui veut dire que si on prend une moyenne à 20-21, à 16, on commence à s'interroger sur est-ce qu'on n'est pas déjà dans du pathologique. Donc effectivement, vous voyez des choses qui sont très robustes, très applicables. Et puis la cerise sur le gâteau, mais en fait c'est pas la sur le gâteau, ça serait presque la pâte du gâteau qu'on est en train de confectionner, c'est que quand on fait du strain, on s'intéresse à une réalité physiopathologique. Ça correspond a priori à la contractilité des fibres sous endo, des fibres sous épi. On a vraiment un outil qui s'intéresse à cette orientation des fibres longitudinales que l'on voit effectivement sur cette animation. Alors vous voyez que les fibres elles sont pas si longitudinales que ça, elles sont un peu obliques, mais bon, peu importe, on arrive à discriminer des fibres. Et puis, moi, pour quelque chose qui était extrêmement rassurant, quand on avait mis en place le strain, eh bien, on s'est aperçu qu'on n'avait rien inventé du tout. En fait, le strain, cette notion de contractilité qui était accessible par échocardiographie, Jean Duménil avait été le premier dans les années 70 à la proposer à travers une évaluation échocardiographique. Et chose remarquable, c'est qu'il avait donné une valeur normale déjà qui était à 21%, ce qui est quand même extraordinaire. Donc, c'est pas encore une lubie des constructeurs avec un outil mirifique, c'est pas ça du tout. C'est une réalité, un outil qui vraiment permet d'appréhender la contraction myocardique, la contractilité myocardique. Il y a d'énormes revues sur le sujet. Et c'est vrai que, globalement, dans le panel de l'ensemble de nos cardiopathies, on pourrait se dire, on peut le faire à tous nos patients. Ça semble être une réalité. Et puis, le dernier point en faveur pro, eh bien, c'est que, globalement, quand on s'intéresse au pronostic, soit comme ici, en population générale, et qu'on compare notamment à la fraction d'éjection, ben le strain est plus puissant que la fraction d'éjection en matière de prédiction de la mortalité. C'est vrai en population générale, je viens de vous le dire, mais c'est également vrai sur toute cardiopathie confondue. Bon, alors ça c'est effectivement le meilleur des mondes, Erwan Donald. Et puis voilà, on peut lui opposer un certain nombre de choses. On peut lui dire, ben oui, mais aujourd'hui avec l'ensemble des modalités, des éléments d'intelligence artificielle qui sont mis sur les échocardiographies, notamment tout ce qui permet de faciliter les calculs de fraction d'éjection, les ITV sous-aortiques, tout ça, ça va tellement vite que quand on attend 30 secondes ou 1 minute pour avoir l'information de déformation, on se dit, ah, ça prend un peu de temps quand même. Donc, malgré tout, 30 secondes, ça peut être un élément qui peut limiter la réalité de votre pratique quotidienne quand vous devez faire la consultation, l'échocardiographie en même temps et la prise en charge, tout ça à expliquer aux patients. 30 secondes, c'est un temps précieux. Parallèlement, il existe encore des variations intra-machines, que ce soit Philips, General Electric, Toshiba. Eh bien, on voit qu'il y a des petites différences. Alors, ça me nuise, le temps qui passe, mais la norme, notamment chez Philips, c'est plutôt aux alentours de moins 19, moins 20%, chez General Electric, moins 20, moins 21%. Encore de petites différences. Il y a aussi des éléments qu'il faut chasser de l'esprit absolument. Quand on fait de l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche par strain, ce n'est pas la fraction d'éjection qu'on essaie d'appréhender, c'est la fonction ventriculaire gauche. Et il y a vraiment une différence, une opposition de style entre fraction d'éjection et fonction ventriculaire gauche. Le strain va nous permettre d'appréhender un dysfonctionnement contractile au tout début de l'altération de la fonction ventriculaire gauche, alors que la fraction d'éjection est préservée. Et puis, voilà, le meilleur des mondes, ça serait quoi? Ça serait que le strain cible particulièrement la contractilité myocardique. Mais sauf que la contractilité myocardique, c'est-à-dire que vous prenez la cellule, vous la sortez de votre cœur, et vous regardez comment elle se contracte, ça c'est la contractilité. Le problème, c'est qu'elle est réincorporée au sein d'un myocarde, au sein d'un environnement vasculaire, qui fait les conditions de charge et qui va modifier, moduler l'expression de la contractilité. Et ça, le strain ne sait pas faire la différence. En d'autres termes, vous prenez ce modèle expérimental, vous augmentez la post-charge en rétrécissant l'orifice aortique ou l'aorte, eh bien, alors que la contractilité est bonne, alors que le myocyte n'est pas malade, le strain va détecter une anomalie de l'expression de la contractilité. D'accord? Et ça, c'est vraiment très important à avoir en tête. Et puis enfin,
Eh bien, tout ça est encore vraiment en cours de progrès. La fiabilité des mesures grâce au 3D est en train d'être testée. Donc, ça bouge beaucoup. Donc, de là à le faire à tous les patients sans vraiment trop réfléchir, moi, j'y mettrais un bémol. Donc, voilà la petite présentation. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que l'on évoque des situations cliniques peut-être du quotidien. Quel serait d'après vous, quelle serait d'après vous, s'il fallait retenir une indication du strain, celle que vous utiliserez? Alors, on n'a plus la vidéo. Est-ce que, par exemple, vous utiliserez le strain dans l'analyse des valvulopathies? Je suis un peu spécialiste des valves. Il me vient en premier en tête. Est-ce qu'il est possible d'avoir... J'ai le micro, je peux vous passer la parole en direct. Comme ça, on va essayer d'être le plus interactif possible. On a tout cassé. Je pense que ça sera l'HVG. Donc, on retiendrait pas les valvulopathies. On est d'accord sur le sujet. Pourquoi? Parce que les valvulopathies modifient énormément l'environnement pré-charge, post-charge. Et donc, finalement, il n'y aura pas un intérêt majeur, en tout cas, où on n'arrivera pas à normer ce qu'est un strain normal. On parle d'HVG. Effectivement, c'est une piste. Effectivement, autre indication dans laquelle vous pouvez l'utiliser, le suivi des patients sous chimiothérapie. Donc, effectivement, c'est, on va dire, les deux indications qui permettent d'avoir une visée diagnostique du strain à l'heure actuelle. Après, dans toutes les cardiopathies, c'est ce que montrait Stéphane, en fait, ça a été étudié comme facteur pronostic ou pas. Alors effectivement, c'est me semble le plus logique à avoir en tête. Effectivement, c'est l'intérêt du strain dans les patients, ces patients que vous allez recevoir à la consultation en échocardiographie, en bilan chimiothérapique. Et pourquoi pas l'exemple de ce patient? Donc, c'est un relativement jeune patient pour lequel a été retrouvé un cancer. De mémoire, c'était un cancer pulmonaire chez un patient qui était tabagique. Et donc, on demande de faire cette échocardiographie. Donc, vous voyez un VG qui est normal. Les flux vont être normaux aussi. Je les passe très rapidement. Il n'a pas de dysfonction diastolique. On arrive sur la 4 cavités. Bon, rien d'anormal, l'oreillette gauche est de taille normale. Et c'est vrai qu'on a besoin de chiffres de référence, donc ils sont calculés les fractions d'éjection, mais également, donc, on va s'intéresser au strain chez ce patient-là. Donc, de façon très pratico-pratique, il y a deux façons déjà de procéder. Est-ce qu'on s'autorise à prendre l'ensemble de la cavité du ventricule gauche, de l'oreillette gauche dans le même plan, ou bien est-ce qu'on se recentre sur le ventricule gauche? Tout va dépendre de votre équipement. Si vous avez du très haut de gamme, aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir une profondeur à plus de 15-20 cm, c'est-à-dire inclure l'oreillette gauche, ça ne va pas perturber l'image. Si vous avez des appareils plutôt de moyenne gamme, le fait qu'il y ait encore une fois des compromis à réaliser entre la résolution spatiale et la résolution temporelle oblige à recentrer un petit peu comme c'est ici la vue apicale des 4 cavités sur le ventricule gauche. Ça, c'est le premier point. Alors, quand on fait du strain, on se dit, OK, il faut une bonne 4 cavités, 2, 3 cavités, on est d'accord. Est-ce que vous pensez à autre chose au préalable avant de faire la mesure? Alors, au préalable, il y a deux choses à penser, à mon avis. La première chose, c'est en tout cas toujours se poser la question de la post-charge, c'est-à-dire de la tension artérielle du patient. Parce que ça, effectivement, ça peut énormément bouger et il y aura un impact fondamental. Donc, avant de mesurer votre strain, vous prenez la tension du patient. Souvenez-vous que cette tension peut varier au cours de l'examen, le stress, moins stress, etc. Mais il faudra l'avoir en tête. Et au moment donné où vous allez conclure sur une valeur anormale ou anormale, il faudra que ça soit mis en relation avec la valeur de charge, donc la pression artérielle systolique notamment. Et puis donc, est-ce qu'il y a sur un plan de vue échocardiographie implique quelque chose à faire avant directement de partir sur la mesure? Moi, je m'intéresse au flux d'éjection aortique, en fait. Et le flux d'éjection aortique va me donner une information qui est quand même assez capitale pour la mesure de déformation. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'outil AFI, puisqu'on parle ici de l'outil de strain chez General Electric, eh bien, va faire un calcul d'estimation de la fermeture, du temps de fermeture des sigmoïdes aortiques. Parce qu'en fait, toutes les valeurs de déformation, segment par segment, sont intégrées pour être prise avant la fermeture des sigmoïdes aortiques, c'est-à-dire dans le temps éjectionnel systolique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Et par mesure de précaution, moi, je préfère le marquer comme ceci. Vous voyez à l'écran, je vais dans mesure. Et dans mesure, je vais aller chercher ici marqueur valvulaire. Et dans marqueur valvulaire, fermeture des sigmoïdes aortiques.
Donc je vais me mettre vraiment à la fin de mon spectre. Et cette valeur-là, à 286 millisecondes, elle va être automatiquement reportée pour mon calcul de déformation et on va le voir apparaître dans un instant. Après, donc, on Deux points, repart sur... peut-être, je te coupe juste de ce qu'on a rajouté. La cadence image. Est-ce que tu regardes la cadence image systématiquement avant de lancer ton strain? Effectivement, je devrais le faire si effectivement je me retrouvais avec des appareils de moyenne gamme. Aujourd'hui, le haut de gamme nous amène à des cadences image qui permettent de s'affranchir de cette question-là. Mais encore une fois, faut-il avoir du haut de gamme pour lesquels les cadences image dépassent au repos 60-80 Hz. Mais tu as tout à fait raison. Dès qu'on sera en dessous, on sait qu'il y a des valeurs, en tout cas pour lesquelles en dessous de 25-30 Hz, le logiciel n'ira pas calculer le strain. Donc il faut avoir quand même cet élément-là. Et puis si tu me laisses rebondir sur le sujet, c'est si effectivement vous vous retrouvez avec une cadence image qui est à 20 Hz, comment pouvez-vous finalement améliorer cette cadence image sans dégrader la résolution spatiale ? Parce que vous aurez peut-être plutôt tendance à jouer sur le commutateur résolution spatiale, résolution d'image ou cadence image. Donc vous allez vouloir augmenter la cadence image, mais en augmentant la cadence image, vous allez diminuer la résolution spatiale. Et peut-être que le mieux à faire ici, c'est de travailler sur la profondeur. Parce que si vous réduisez la profondeur, si vous réduisez la largeur d'écran, immédiatement, votre cadence image va spontanément remonter sans perturber la résolution spatiale. Donc, ne jouez pas, si vous êtes dans ce cas de figure, ne jouez pas sur la cadence image, mais jouez d'abord sur la profondeur et la largeur de l'écran. Ok. Tu nous montres? Oui, bien sûr. Quand on fait le strain et que la machine ne veut pas nous donner le strain, elle refuse de le donner, quelles sont justement les choses auxquelles il faut penser? Il y a la cadence, donc dont vous venez de parler. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, après, effectivement, alors quand vous dites que la machine ne veut pas donner le strain, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de segments qui ont été jugés suffisamment fiables pour vous donner la valeur de déformation globale. Mais sachez que chaque vue vous permet d'avoir une valeur par vue. Et ça aussi, c'est important, parce que de temps en temps, la qualité de fenêtre est suffisante sur une apicale des 4 cavités, mais insuffisante sur une apicale 2 et 3 cavités. Et ça, c'est pas très grave, en fait, parce que souvent, quand on se pose des questions sur de la fonction systolique dans le cas de patients sous chimiothérapie, l'apicale des 4 cavités suffit, si vous n'avez qu'elle, pour donner une valeur de déformation. D'accord? Donc, ce n'est pas grave, encore une fois, si vous n'avez pas les 3 vues successives, l'apicale des 4 cavités peut vous permettre, à défaut, d'avoir cette valeur de déformation. Et auquel cas, donc, s'il y a un segment ou deux qui ne permet pas au logiciel de calculer la moyenne, eh bien, on le fait manuellement, finalement, et ce qui nous permet d'avoir quelque chose, en tout cas, qui permet d'exprimer cette fonction longitudinale. Et l'autre raison aussi, c'est la cadence, la fréquence cardiaque du patient qui n'est pas la même entre les 3 acquisitions. Et ça, des fois, c'est rageant. Vous avez fait toutes vos acquisitions et vous faites en post-traitement le strain et il vous dit les cadences ne sont pas les mêmes entre les 3 boucles. Parce que vous allez avoir une extrasystole sur l'apicale 2 cavité ou sur la 3 cavité. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà de faire 2 battements cardiaques pour l'enregistrement. C'est souvent beaucoup plus stable de faire un strain quand on a enregistré 2 battements cardiaques consécutifs. Et puis, si vous êtes dans le cas de la fibrillation atriale avec, du coup, forcément une grande différence de cadence, eh ben, faites l'apicale 4 cavités, puis vous vous arrêtez là. Voilà, ça serait notre conseil, je pense. Oui, ça serait exactement ça. Encore une fois, ne pas vouloir systématiquement avoir les 3 vues. Je repense à cette notion de fibrillation auriculaire dont tu parles. Il faut savoir que intrinsèquement, la fibrillation auriculaire, que ce soit paroxystique et a fortiori la fibrillation auriculaire chronique, en tout cas permanente, va dégrader le strain. Parce que le remplissage du ventricule gauche ne se fait pas de façon efficiente, donc l'éjection sera perturbée, la systole est perturbée. Donc, on l'avait démontré, notamment c'était Patricia Rayan à l'époque qui avait publié sur le sujet, en FA paroxystique, FA chronique, les valeurs de déformation ne sont pas normales. Ça, c'est quelque chose d'absolu. Maintenant, effectivement, pour contrecarrer cette problématique, en tout cas de calcul, sur 3 vues consécutives avec des RR variables, il y a quand même, si vous avez la chance d'avoir une sonde 3D qui fait du triplan, eh bien, une acquisition triplane permet d'avoir sur le même cycle les 3 vues et donc de calculer l'AFI, la déformation longitudinale, sur les 3 vues. Tu nous montres comment tu positionnes les points? Alors ici, donc on a une apicale, encore une fois, là, sujet normaux, pré-chimiothérapie. Je vais rentrer dans la fonction AFI. Soit automatiquement, il sait que c'est une 4 cavités, soit je suis obligé de lui dire que c'est une 4 cavités. Ben voilà, là, il fait le travail tout seul. Il a repéré que c'était une 4 cavités. Il positionne les points.
il y a un élément de vigilance quand même à chaque fois. Il ne faut pas hésiter à, comme je suis en train de le faire, à aller traquer l'endocarde et mettre vraiment cette ligne ici, totalement positionnée sur l'endocarde. Il faut également donner de la matière de détection de l'anneau, c'est-à-dire que je vais descendre ici mes points sur des zones un peu hyperéchogènes au niveau de l'anneau, comme vous le voyez ici. Donc endocarde, l'anneau mitral, et puis bien collé à la partie épicardique sans rentrer dans le péricarde. Et là, on n'hésite pas à augmenter la largeur de zone d'intérêt, parce qu'en fait, si cette zone d'intérêt est trop fine, eh bien, elle ne s'intéressera qu'exclusivement aux couches sous-endocardiques, alors que les valeurs de déformation sont celles obtenues sur la transmuralité. Donc voilà comment apparaissent les résultats. C'est vrai qu'en général, on se suffit de ça, on regarde. Donc je vous avais donné moins 21% de valeur normale. Vous voyez ici, chez ce sujet-là, j'ai moins 20,5%. Donc des valeurs tout à fait normales, une répartition avec cet apex, ce gradient base-apex. Au niveau des bases, on a toujours des valeurs qui sont plus basses qu'au niveau de l'apex, de par la tolérance des fibres longitudinales au niveau basal à la post-charge. Et puis vous voyez surtout sur les courbes ici de déformation, segment par segment, a été positionnée la fermeture des sigmoïdes aortiques que j'ai entrée manuellement tout à l'heure sur mon Doppler. Et c'est ça vraiment qui est important, parce qu'en fait, c'est à partir de ce point-là que ne seront plus calculés les pics au-delà. Et notamment, regardez ici, si je prends mon segment apical, ce segment apical va continuer à pousser au-delà de la fermeture des sigmoïdes aortiques. Et vous voyez que ce point ici apical maximal, eh bien, ne sera pas utilisé dans le calcul de la déformation longitudinale globale. Et ça, c'est un point, encore une fois, qui est très important. Je pense à la myocardopathie dilatée avec asynchronisme ventriculaire gauche, où on a des pics qui peuvent être décalés énormément dans la phase systolique tardive. Eh bien, encore une fois, heureusement qu'on a cette borne liée à la fermeture des sigmoïdes aortiques qui permet de ne considérer que le strain éjectionnel, c'est-à-dire le strain efficace. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur cette vue. On est d'accord. Donc, si on fait ce qu'on appelle un authentique GLS, il nous faut les 3 vues, c'est-à-dire apical 4 caves, apical 3 caves et apical 2 cavités. Il faut tout faire. Tu peux peut-être nous montrer directement l'œil de bœuf résultant. Alors, l'œil de bœuf, je ne l'ai pas, donc on va passer, parce que le temps passe, je le vois, on va passer donc au suivi de ce patient 3 mois plus tard. Donc, sur la parasternale grand axe, alors, qu'est-ce que l'on note? Bon, on a l'impression, en tout cas, que ce ventricule gauche semble à peu près contractile. On a une fréquence cardiaque qui semble un peu plus élevée, vous voyez. On est à 90 battements par minute. On va se centrer sur le ventricule gauche ici. Voyons ce que ça donne. Alors, que pensez-vous de ce ventricule gauche? Encore une fois, on était à 70 battements par minute, 65 battements par minute précédemment. Là, on est à 98 battements par minute. Déjà, ça, voilà, l'état hémodynamique du patient n'est pas tout à fait similaire. Donc, on peut se poser la question avant même de lancer le strain. Oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le patient est déshydraté? Pourquoi est-il tachycarde? Et surtout, à combien est sa tension artérielle systolique? Et c'est là où, si vous voyez, par exemple, au moment où vous faites l'examen, une tension qui était initialement à 120 mm de mercure, et là, vous l'avez à 190 mm de mercure, attention dans vos conclusions de strain. Attention, parce qu'il y a un impact immédiat, en tout cas, de cette élévation de la post-charge. Et on va parler des conséquences, parce qu'on va regarder à combien est la valeur de strain ici. Donc, je propose d'aller directement à la mesure. Pendant que Stéphane fait la mesure, juste vous dire peut-être une remarque, parce que comme on ne fait pas vue par vue, mais l'apical 3 cavités, ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne faut pas descendre bas. Vous savez, il y a le septum avec des fosses bourrelets septales et la chambre de chasse aortique. Ça, il faut s'arrêter au bourrelet septal et au septal. Il ne faut pas vouloir descendre les points trop bas jusque dans la chambre de chasse aortique, parce que là, il n'y a pas de signification en fait. Donc ça va être un point important. Et puis faire attention aussi d'exclure les piliers. On n'utilise pas les piliers pour mesurer le strain, donc ça veut dire qu'il faut les sortir de la région d'intérêt, cette fameuse ROI qu'on a. Donc là apparaît un chiffre, mais immédiatement ce que je regarde, c'est est-ce que le tracking d'endocarde s'est fait correctement, et au niveau de l'apex ici, j'ai l'impression que l'apex ne se contracte pas suffisamment, donc je n'hésite pas à revenir sur ma zone d'intérêt et à redéplacer peut-être plus sans trop mes points apicaux, de telle façon qu'il peut être une meilleure détection de l'endocarde sur cette vue de l'apicale des 4 cavités. Je ne suis pas certain qu'il y aura un effet immédiat, en tout cas, sur ce que l'on aura comme résultat. Est-ce que, pour vous, la fraction d'éjection, elle était normale ou pas? Je ne vous ai pas posé la question.
Non, elle n'était pas tout à fait normale. Effectivement, elle semble être un tout petit peu altérée. Mais si j'avais fait mes mesures au Simpson biplan classique, probablement que je n'aurais pas forcément objectivé cette différence. Et on connaît bien les variabilités inter-observateurs du Simpson classique. Regardez ici, ça fait la deuxième mesure que je fais, j'ai un moins 14%. Donc, ostensiblement, on est passé d'un moins 20%, moins 14%. Il y a une baisse de plus de 15%. Et c'est là où il faut, attention, freiner des cas de fer avant de dire, dans le compte-rendu, baisse du strain. Vous savez quelle est la conséquence? Ça a été dit hier dans cette présentation autour de la cardio-oncologie. Moins 15% de baisse relative du strain, ça doit impliquer un changement d'axe thérapeutique. Et potentiellement, ça peut impacter directement la vie du patient, le pronostic du patient. Donc, il y a une énorme responsabilité à conclure baisse de strain ici. Et c'est pour ça que vraiment, il faut revenir sur cette post-charge, être certain que le patient est dans un état hémodynamique à peu près stable, que les tensions sont à peu près les mêmes entre les deux examens et que, je ne sais pas, il n'arrive pas dans un état de déshydratation majeure ou autre problème qui modifierait son hémodynamique. Ça, vraiment, c'est la chose la plus importante. On vient de le dire, hein, l'indication du strain, s'il y a une indication à retenir, c'est cette indication, mais attention dans l'interprétation des résultats, parce que ça peut être catastrophique pour le patient. Tu veux commenter? Non, c'est parfait. Je pense qu'on peut passer au deuxième cas, parce que je pense qu'il y a aussi une deuxième indication pour faire le strain. Oui. Effectivement, par rapport au strain en cardio-oncologie, ce qui est recommandé quand on voit une variation importante du strain, d'abord, bien sûr, c'est de s'assurer que les conditions de charge sont les mêmes, comme a dit Stéphane, mais c'est aussi, en principe, de reprendre le patient et de refaire un examen 3 semaines après, donc, et s'assurer, effectivement, que le strain est toujours identique. Donc, il faut 2 examens espacés de quelques semaines avant de conclure à cette baisse de strain qui effectivement pourrait impacter, on va dire, la stratégie thérapeutique des patients, quoique en cardio-oncologie actuellement, une baisse isolée du strain n'implique pas pour le moment un changement de thérapeutique oncologique, mais plutôt l'introduction de certains traitements cardioprotecteurs. Voilà. Mais on est effectivement beaucoup plus prudent finalement que ces recommandations qui étaient tombées il y a 3-4 ans, où là on disait attention warning, dysfonction systolique ventriculaire gauche. Aujourd'hui on est revenu un petit peu, mais encore une fois je pense que c'est de notre ressort de mettre tous ces warnings, de dire attention avant de dire altération de la fonction contractile. Et effectivement, hein, le premier réflexe c'est de se dire on s'affole pas, on revoit le patient, tu as absolument raison, et puis on voit si les IEC peuvent aider à améliorer la fonction cardiaque. Il y a 2 choses. La première, c'est l'évaluation de la fermeture de la valve aortique. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il fallait précisément bien positionner ce curseur-là. Est-ce que moi, j'ai pour habitude d'aller chercher jusqu'à l'ouverture de la valve mitrale pour essayer d'avoir l'ensemble des pics. Est-ce que tu... Sur l'ouverture de la valve mitrale? Ouais. Il y a un décalage entre... Tout petit décalage. Il y a 40 millisecondes, parfois plus, en fonction d'une pathologie cardiaque sous-jacente où les temps de contraction isovolumique, les temps de relaxation isovolumique peuvent être modifiés. La pathologie cardiaque modifie ces temps en les allongeant. Et vraiment, vaut mieux se mettre à la fermeture des signes aortiques. D'accord. Deuxième question, il y a un papier qui vient de sortir sur justement ce que tu viens de faire, réajustement à chaque fois du masque manuel. Et donc, il préconise de refaire, de ne pas faire trop confiance à l'aspect détection automatique en strain et de réajuster à chaque fois le masque. Moi, j'avoue que j'ai été très pénalisé dans ma façon de faire quand est arrivé le One Touch Button où on appuie et puis tout apparaît. Et puis, ça marche très bien sur certaines conformations de ventricule gauche. A fortiori, s'il y a une part de dilatation de ce ventricule gauche, donc les myocardiopathies dilatées ischémiques, ça marche plutôt pas mal. Mais dès qu'on est typiquement dans ce cadre-là, c'est-à-dire HVG, petite cavité, on voit qu'il faut reprendre les points. Et là, je désactive l'auto pour passer sur repositionnement des 3 clics, en 3 clics. Oui? Excellente question. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle embarquée permet d'avoir quand même un bon degré de fiabilité de ce paramètre-là. Alors bien sûr, c'est modulo la bonne détection de l'endocarde, mais souvent quand on met 3 points et parfois qu'on corrige, on donne quand même à l'intelligence artificielle des arguments supplémentaires pour finalement être le plus fiable possible.
Moi, je suis vraiment pour l'automatisation des mesures, que ça soit comme ceci ou avec le 3D. Et même si on n'est pas exactement comme on aurait supputé peut-être en mode Simpson, eh bien, on sera bien meilleur en reproductibilité. Et moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le suivi de ces fractions d'éjection. Donc, que ça soit de la 2D EF ou du 3D EF, eh bien, je pense qu'il faut s'appuyer sur ces techniques-là. Que penses-tu, Stéphane, d'évaluation de la fraction d'éjection avec la formule d'Erwan Donald, ou je sais pas, je crois que c'est... C'était pas Erwan. Ouais, Erwan, sur le 2,7 et plus on oublie. Je sais que pas. On oublie, d'accord. On oublie. D'accord. Il faut vraiment déconnecter fraction d'éjection et déformation longitudinale. C'est deux composantes qui sont différentes. La fraction d'éjection, elle est principalement mue par la contraction radiale, contraction circonférentielle, très peu par la contraction longitudinale. Et donc, la fonction longitudinale permet d'avoir une vision finalement anticipée de la future dégradation de la fraction d'éjection. En fait, je crois qu'un point important, c'est de se dire aussi qu'il faut s'entraîner. Plus on a confiance en la machine, plus on s'est entraîné. Et si on fait une fois un strain tous les 6 mois pour un patient pour lequel on a un doute pour une chimiothérapie, vous n'aurez jamais confiance dans ce que vous faites comme mesure. Par contre, si vous faites très souvent le strain et vous avez pris vos habitudes de poser vos points, de changer le masque, de vérifier les cadences, de regarder, etc., vous aurez confiance dans vos mesures de plus en plus. Pardon. S'il vous plaît, quelle est la signification de la couleur bleue parfois qu'on voit au niveau de l'œil de bœuf? Du bull eyes? Parfois, on a une coloration bleue. Oui. Je pense qu'on va regarder ce qui se passe ici. On va voir sur ce cas, ça va être un bon exemple. Non, mais ce que dit Anne, c'est vrai. Plus on en fait, plus on est fiable. Et surtout, vraiment, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas quasiment plus reproductible pour l'analyse de la fonction systolique que le strain. Largement supérieur que tout. Donc vraiment, il faut s'appuyer sur cette technique quand on veut faire du suivi longitudinal. On va terminer avec juste ce cas-là parce que le temps vraiment est trop dépassé. Mais on avait en tête aussi de vous montrer une autre indication qui me semble importante. Donc, il y aura eu la chimiothérapie, il y aura eu ce cas dont on va parler. Et puis, l'autre cas, c'est quand même le suivi des patients insuffisants cardiaques. Juste un mot là-dessus. Un patient qui a une fraction d'éjection à 40%, vous faites son strain. Son strain immédiatement va vous donner une idée de sa contractilité longitudinale et une valeur pronostique. Mais ce patient, vous allez le suivre avec le strain. Il y aura plus de fiabilité à démontrer un effet de la thérapie que vous allez mettre en œuvre grâce au strain finalement que sur la fraction d'éjection. Donc c'est là aussi il peut y avoir un intérêt à utiliser le strain. Chez les patients pour lesquels il y a une myocardiopathie pour lequel dilatée hypokinétique ou laquelle vous mettez en place un traitement. Attention maintenant à la conclusion, ce n'est pas parce qu'il y a une amélioration du strain que vous pouvez dire qu'il y a une amélioration de la contractilité. Vous allez changer grâce à la quadrithérapie l'ensemble de l'environnement périphérique, pré-charge, post-charge. Et c'est peut-être juste un effet charge qui fait que la déformation est améliorée. Mais ceci dit, on sait qu'en ayant amélioré le strain, on a quand même une amélioration du pronostic des patients. On regarde ce cas? Alors, sur la parasternale grand axe. Moi, je pense qu'on a eu le temps de la voir, la parasternale grand axe. Non. Donc tout le monde a vu que la valve aortique était normale. Ah, quand même. Donc effectivement, il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. On a une oreille gauche qui peut être un peu dilatée, mais surtout, au-delà de cette hypertrophie ventriculaire gauche avec une fonction systolique qui semble conservée, on a une pathologie sur la valve aortique de façon ostensible. Alors, en vue, en petit axe devant sur la valve, oui, effectivement, on a une sigmoïde qui est bloquée, l'antéro-gauche qui est bloquée, les restes remaniés. Donc on va se dire, tiens, cette hypertrophie ventriculaire gauche, ah oui, quand même, significative. Pour un rétrécissement aortique, en tout cas, elle pourrait être imaginée comme étant disproportionnée, cette hypertrophie ventriculaire gauche, non? Mais avec une fonction systolique, fraction d'éjection, ou fonction systolique qui semble normale. Comment vous qualifieriez ici la fonction systolique du ce ventricule gauche? Qui dirait normal? Levez la main, ceux qui diraient normal comme fraction d'éjection. Quelques bras. Attendez, Top, on reprend. Fonction systolique, est-ce que la fonction systolique de ce patient, excusez-moi, ma langue a fourché, est-ce que la fonction systolique est normale? Ah oui, on voit qu'il n'y a pas besoin du strain, parce que vous avez le strain dans vos yeux. Et tu as tout à fait raison, Asma. En fait, ce que l'on voit, c'est que l'anneau ici ne bénéficie pas de ce mouvement ascensionnel. Normalement, l'anneau s'élève d'au moins 1 cm, c'est un cœur normal. Là, on voit que l'anneau ne bouge pas. Donc, il n'y a plus de contraction longitudinale. Donc, la fonction systolique n'est pas normale. Par contre, la fraction d'éjection semble être normale.
fraction d'éjection normale, altération de la fonction longitudinale de façon qualitative, bien sûr, et on va Vous êtes vérifier. d'accord que si on fait un Simpson biplan, là, la fraction d'éjection, elle est normale, quoi. Elle va être à 60-65%, visuellement, même pas loin de 70 peut-être. Oui, oui. Parce que Bon la volume cavité se d'éjection, en ferme tout cas. quasiment complètement. Et c'est confirmé, hein. Regardez le tir ici en Doppler pulsé dans la chambre de chasse. On a un volume éjecté qui est à 91 millilitres, un débit qui est à 7,5 litres par minute. Voilà, on n'est pas dans du bas débit paradoxal comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, le débit est conservé. Et quand on regarde le tir en Doppler continu, on a 2,8 et un gradient à 18. Donc, on ne peut pas imaginer que la sténose soit totalement hyper serrée, en tout cas. Alors, même si on avait un petit doute sur la parasynale petit axe, hein, je vous l'avoue. Et ça laisse supputer peut-être une interaction d'une autre pathologie sous-jacente, non? Alors, voyons. Alors, ce qui vous fait dire amylose, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche avec atteinte valvulaire et donc une hypertrophie qui est disproportionnée par rapport à la sténose. Voilà. Une disproportion. Oui. Une disproportion de l'hypertrophie par rapport à la sténose aortique. On note également un épaississement du septum interatrial. Oui, tout à fait. Effectivement, on allait y arriver. Alors, tout à fait. On voit aussi Pardon, excuse-moi, je te laisse terminer. l'hypertrophie du septum interatrial. Vas-y. Donc alors là, vous Non, voyez parce que difficulté. là, le sujet est un peu sensible, parce que Ouais. si on laisse la machine s'en débrouiller tout seul, en général, elle est totalement perturbée. Donc, c'est là qu'on se dit, allez, on remet nos 3 points, mais est-ce que remettre nos 3 points nous permettent de faire quelque chose de plus fiable? Ben, regardez, non. Il est complètement perdu. Donc là, il faut remettre les points. Encore une fois, on se met bien au niveau de l'endocarde sur l'ensemble des 2 parois. On voit que la largeur de la zone d'intérêt est totalement insuffisante, hein. Si je lance mon strain ici, je vais avoir une surestimation du strain, hein, totalement. Donc, je suis obligé d'élargir ma zone d'intérêt de façon globale, alors pour aller au moins jusqu'à mi-paroi. Et sachez que maintenant, le strain autorise de la variation épicardique ou plutôt transpariétale, comme je suis en train de le faire. Vous voyez, j'arrive à bouger uniquement la partie périphérique, distale. Et ça amène aussi une plus grande fiabilité du strain. Si j'ai fait n'importe quoi. Ouais, Hop là. faut que tu repositionnes, parce que regarde, ils ont tourné en fait. Ça a inversé. Oui, ça, c'est le quotidien pour l'hypertrophie ventriculaire gauche, hein. Il faut vraiment repositionner tous les points et c'est des fois difficile. Un peu fastidieux. Bon, un peu fastidieux. C'est vrai, tout à l'heure, on vous disait que ça passe normalement en moins de 30 secondes, mais vous voyez, là, j'ai passé un peu plus de 30 secondes. J'élargis ma zone. Alors, la place, Stéphane, de l'onde S en DTI à l'anneau mitral chez ces patients-là. Si on n'a pas le strain, ça aide énormément. Voilà. Voilà. C'est encore une fois un élément contributif dans l'approche quantitative de l'analyse de la déformation longitudinale. Et effectivement, avoir une onde S' à l'anneau latéral en dessous de 10 cm, c'est effectivement aller dans un sens d'une pathologie de la... Ça vous contraction confirme en fait longitudinale. votre impression visuelle d'absence de fonction longitudinale. Donc d'un coup, vous avez accès à la fonction diastolique et en même temps à la fonction systolique longitudinale. Juste peut-être une précaution, c'est que vous voyez que là, il y a des calcifications sur l'anneau mitral. Et donc quand on met du Doppler pulsé tissulaire avec un échantillon qui est là, en fait, vous enregistrez des vitesses de calcification, quoi. Donc prudence sur ces anneaux mitraux qui sont calcifiés. Et alors, donc, vous voyez déjà un strain global qui est très bas. Bon, ok, on le savait, hein, on l'avait présupposé, donc on est à moins 10%. On voit effectivement qu'on a des zones basales qui sont beaucoup plus basses que les zones apicales qui semblent préservées, donc ça semble aller dans le sens du fameux bull eyes comme on l'entend. On a regardé des courbes, notamment ici sur la paroi latérale, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'il y a des anomalies de la conduction, on ne sera pas étonné ici dans la pathologie en question, on va avoir des pics qui vont être largement après la fermeture des sigmoïdes aortiques, hein. J'avais pris le soin d'enregistrer la fermeture des sigmoïdes aortiques sur le Doppler pulsé. Et on voit que au-delà de cette fermeture des sigmoïdes aortiques, le pic n'est pas pris en considération. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est la phase éjectionnelle, c'est-à-dire celle qui est ici. Et donc, vous voyez effectivement ce gradient base-apex qui va être un peu caractéristique de l'amylose. Alors, juste avant, peut-être, parce que là, vous voyez, pour répondre à la question, les zones bleues. Vous voyez que vous avez 2 zones bleues en bas à gauche sur le septum basal et le septum médian. Les deux sont codés en couleur bleue, c'est-à-dire froide. C'est pour dire que le strain est inversé. Au lieu d'être négatif en signe de raccourcissement, il est positif. Donc c'est comme si le muscle ne répond pas du tout à la contraction. Et vous voyez sur les courbes, acontractile.
Voilà, les deux courbes jaunes et bleues qui sont positives au lieu d'être négatives. Et donc, ça veut dire que là, ces segments, il n'y a aucune contraction ou raccourcissement longitudinal. Et donc, tu peux montrer l'œil de bœuf, qui là, effectivement, est caricatural. Caricatural. Ce que j'ai dit. Non, c'est ça. Mais j'arrivais pas à le faire apparaître. Voilà. Caricatural, l'image est caricaturale avec un abaissement global du strain longitudinal à moins 11% et une préservation de la contraction et de la fonction longitudinale de l'apex avec des segments qui sont à moins 29, moins 21, ce qui donne cette image en cocarde typique de l'amylose cardiaque et qui fait donc partie des red flags, ces drapeaux rouges qui doivent nous faire dire HVG de plus de 12 mm plus image en cocarde en strain égale suspicion forte d'amylose. Je n'ai pas dit confirmation, j'ai dit suspicion forte d'amylose qui va obliger à aller au diagnostic ensuite. Et alors qu'ici, donc, vous l'avez bien compris, il existe une pathologie valvulaire aortique qui aurait pu entraîner une part d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, vous voyez, on voulait vous illustrer, on en a terminé, on voulait vous illustrer les différentes quelques micro-applications, hein, bien sûr, on pourrait aller bien plus loin dans d'autres indications, mais je pense que c'est ces deux-là qu'il faut retenir. Donc, on l'a bien dit, le suivi des fonctions ventriculaires gauche chez patients sous chimiothérapie, et deuxièmement, dès qu'on est devant une hypertrophie ventriculaire gauche, on va avoir quand même ici, grâce au SREN, la capacité d'aller vers une orientation autour de l'amylose, mais on aurait également des morphotypes qui seront plus sur l'HCM, sarcomérique aussi, donc l'HVG, c'est un point capital. Juste parce que je pense aux sportifs, et il y a beaucoup de sportifs dans la salle, souvenez-vous que le sportif a légèrement tendance à avoir des valeurs de déformation qui sont un peu plus basses, très légèrement plus basses, aux alentours de moins 18, c'est le cœur de sportif, mais que dans ces sportifs-là, attention, il y a parfois des dopés, et que les prises de substances stéroïdiennes ou pas abaissent le strain. Ça a été démontré dans des études sur les bodybuilders américains. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant de clore la session, cette session atelier pratique? On bégaye. Alors c'est très variable en fonction des études, en fonction des sports. Non, ce que j'aurais envie de dire, c'est retenez la valeur normale déjà, le cut-off des moins 16%. Si vous avez un sportif qui a moins 15, moins 14%, il faut vraiment se poser des questions sur une pathologie sous-jacente ou du dopage. Merci beaucoup à nos deux brillants orateurs.